Bonsoir à tous, bienvenue dans Avis d'Expert, votre émission, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler des questions très importantes. Il s'agit surtout de l'actualité qui est marquée par la loi Tani, qui venait d'être alignée au niveau de l'Assemblée nationale parmi les matières qui seront débattues tout au long de la session parlementaire en cours. Mais pour en parler, j'ai deux invités sur ce plateau. À ma droite, j'ai le maître Emmanuel Koyongana, qui est juriste, assistant d'université, à qui j'ai dit bon, et aussi acteur politique, bien sûr communicateur politique du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue dans ce plateau d'Avis d'Expert. Bonsoir Edouard, merci pour votre invitation. Je profite de l'occasion pour saluer le peuple congolais. Je salue particulièrement les membres cadres et militants de la CRD. Et surtout, je salue notre autorité morale, le président de l'Assemblée nationale, le patriarche Christophe Mbosso Kodiapwanga. Voilà, et à ma gauche, j'ai Gustave Tchibangu, il est assistant d'université également. Vous sentez qu'on est en face de scientifiques. Je crois que l'analyse sera aussi forte que vous attendiez. Bonsoir Gustave Tchibangu et bienvenue dans Chemin et dans plutôt Avis d'Expert. Merci beaucoup, monsieur Edouard. Je suis très heureux de participer ma première fois à cette émission Avis d'Expert. Je suis un habitué des géopolices, bien sûr, mais c'est ma première fois de participer à cette émission d'Avis d'Expert et je salue également tous les téléspectateurs des Géopolices. Voilà, comme on le disait tantôt, on parlera de la loi Tani, la loi dite de la congolité, une loi qui veut qu'avant d'assumer certaines fonctions dans notre pays, il faut être des nationalités congolaises, bien sûr, mais d'un père et d'un mère congolais selon certaines sources, pour éviter l'infiltration, les brassages qu'il y a dans notre pays aujourd'hui. Je vous ai dit, on en parle avec des experts qui sont sur ce plateau, mais aussi des cadres politiques, parce que ce sont eux qui ont aujourd'hui l'analyse des questions politiques, bien évidemment. Ils sont aussi scientifiques, donc ils ont en même temps la théorie et la pratique. Je le disais tantôt, Maître Emmanuel, on commence par Maître Emmanuel Koyongana. Quelle est votre position par rapport à cette loi, la nouvelle loi Tani, qui veut que pour être surtout président de la République, parce qu'il y a d'autres fonctions, mais prenons d'abord la fonction président de la République, pour être président de la République démocratique du Congo, il faut être des pères et des mères congolais. Merci beaucoup, Edouard, pour cette question. Je pense qu'il faudra noter tout d'abord que la constitution de notre pays garantit la liberté d'expression. C'est-à-dire chaque Congolais a le droit, il est libre d'émettre une opinion, des écrits à travers des images, pour autant que cela soit conforme à l'ordre public, que cela ne trouble pas l'ordre public. Je pense que M. Noël Tchani n'a fait que user de son droit garanti par la Constitution, particulièrement son article 23, qui garantit ce droit-là, cette liberté d'expression. Alors, par rapport à cela, il est libre de pouvoir émettre. Personne ne peut restreindre cette liberté-là qui est garantie par la Constitution. Et dès par cela, il faudra peut-être se poser des questions sur le pourquoi de cette réflexion. Il a émis une réflexion, il a exprimé une idée qu'il a voulu coucher sous forme de loi. Et étant donné qu'il n'est pas député, il a fait endosser ça par un député qui est l'honorable Ntingi Pouloulou, qui a porté cette loi. Alors, je pense que il y a des motivations qui ont poussé M. Tchani, en tant que Congolais, de pouvoir essayer de réfléchir sur comment verrouiller certaines fonctions de souveraineté nationale pour que notre pays soit sécurisé, que nous ne soyons plus victimes d'une infiltration, surtout au sommet de l'État. Je crois que cela doit être la première motivation de M. Noël Tchani, parce que je l'ai suivi à plusieurs reprises. Il a estimé ce vœu-là, de voir le Congo être dirigé au plus haut sommet par les Congolais de pair, donc 100% Congolais. Donc, que le Congo ne soit plus dirigé par les gens qui pourraient être partagés entre des intérêts de la République démocratique du Congo et ceux d'autres États. Donc je crois que c'est un droit légitime
garanti par la Constitution, et donc quitte à la population de comprendre, de s'interroger sur le pourquoi de cette réflexion et par rapport à son endossement, par rapport à sa responsabilité portée par le député Ntsingi Pouloulou. Je crois que nous allons développer cela tout au long de cette émission. Voilà, tous les Congolais ont le droit, un Congolais surtout a le droit de réfléchir. C'est une liberté garantie par la Constitution de la République. C'est ce qu'on retient de Maître Emmanuel. Gustave Tchibango, vous êtes également assistant d'université. On sent aussi, je le disais tout à l'heure, qu'il y aura des théories qui vont sortir ici parce qu'on est en face de deux théoriciens mais aussi praticiens, parce que vous êtes tous les deux aussi cadres parfois actifs ou inactifs, mais cadres ou acteurs politiques. Quelle est votre position par rapport à la loi, à la nouvelle loi Tchani, dite la loi de la Congolité? Ok, merci beaucoup, M. Edouard. En fait, moi également, j'ai eu à suivre l'auteur de ce projet de loi. Ce n'est pas encore une loi, bien sûr, c'est un projet de loi. Et le projet... Une proposition, voilà. Une proposition de loi est faite à partir généralement d'un constat. On ne peut pas proposer quelque chose sans avoir fait une analyse sur un problème. Donc, le moment était venu, comme tout Congolais qui a droit, comme le maître l'a évoqué, l'article 23, mais également l'article 24 de la Constitution, garantit la liberté d'expression à tout Congolais. Donc, en tant qu'intellectuel, il a eu à évoquer, à faire une analyse là-dessus. Et moi, je pense que le moment, il ne faut pas qu'on dise que le moment n'est pas choisi, parce qu'il y a élection. On ne peut pas mener une réflexion quant à l'avancement du pays. Surtout, à quel moment également M. Noël Tchani essaie de mener sa réflexion. Si vous regardez la situation que nous avons à l'est de la RDC, aujourd'hui, personne ne peut s'emparer, personne ne peut nier que l'insécurité à l'est de la RDC est liée principalement au brassage qu'il y a eu dans le passé. Où, dans l'armée, nous avons des gens qui sont de nationalité autre, mais qui ont été intégrés dans l'armée congolaise. Donc, vous voyez cette infiltration. Ce brassage a fait en sorte que ça a fragilisé l'armée de la République démocratique du Congo, qui est incapable aujourd'hui de pouvoir assurer sa souveraineté, mais également l'intégrité territoriale. Mais qu'à cela ne tienne, moi, je me dis que cette expression, ou soit cette proposition de Noël Tchani, est fondée. Le président de l'Assemblée nationale, par exemple, a reçu cette loi. Moi, je ne suis pas vraiment pour ceux qui pensent que, en tant que président de l'Assemblée nationale, il ne pouvait pas recevoir cette proposition de loi. Il est le président d'une institution. On va sûrement y arriver. Donc, vous pensez que la loi est fondée, donc elle a la raison d'être. Elle a sa raison d'être, mais c'est question que nous puissions l'analyser en fond, voir dans quelle mesure elle peut pouvoir contribuer à la souveraineté du pays, mais également à la recherche, à la protection de l'intégrité territoriale et surtout à la stabilité du pays. Surtout à la stabilité du pays, mais tous ensemble, on observe un climat surtout du côté de la société civile, mais aussi la communauté internationale. S'il faut venir à la société civile, outre d'autres franges de la société civile, on a tous entendu l'intervention des prêtres, notamment des prêtres de la Senko, qui ont estimé que la nationalité congolaise n'est pas corollaire à l'amour de la patrie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'unanimité pour cette loi. Que pensez-vous? En fait, moi, en tant qu'intellectuel, j'ai toujours analysé les contenus même de notre Constitution. Et je crois, j'appuie même certaines personnes, certains Congolais, qui proposent la révision de cette Constitution. Lorsque vous regardez cette question de la nationalité, on nous dit dans la Constitution, par exemple, je crois à l'article 10, qui stipule les modalités. Qui est Congolais? Qui définit en réalité qui est Congolais? Et la Congolité ici est définie soit un Congolais d'origine, soit par acquisition. Mais si vous rentrez dans l'historicité de notre pays, comment les gens ont acquis? Et quand on parle de l'acquisition, on parle de l'acquisition individuelle. Et donc, lorsqu'on a élaboré cette constitution, il y a des dispositions de cette constitution qui ont été élaborées sur mesure.
il faut bien les analyser. Et donc, lorsqu'on parle de la révision, par exemple, de la Constitution, il ne faut pas que ça soit un tabou. On doit être quand même sérieux dans notre pays. On doit réfléchir sur l'avenir de la République. Il ne faut pas réfléchir pour une année ou 2 ans, ou bien pour un mandat. Il faut réfléchir République. Réfléchir les 30 prochaines années. Quel sera le pays? Quel est le pays que nous allons léguer à notre jeunesse? Et donc, moi, je pense que la réflexion de la Synco, elle n'est pas aussi mauvaise. Ça va dans le sens de pouvoir stabiliser les pays. Comme je vous ai dit ici, il y a 3 aspects qui doivent intervenir dans l'analyse de cette loi. Il y a la souveraineté, il y a l'intégrité territoriale, mais il y a également la stabilité, ça veut dire les vivre ensemble. Et si vous regardez la perception de la Synco, elle s'approche beaucoup plus au niveau de la stabilité. Ça veut dire qu'il y a déjà des prétextes, ou soit des suppositions, des hypothèses qui sont émises, qu'une fois cette loi passée, le pays sera embrasé, les gens, peut-être ceux qui sont contre cette loi et ceux qui seront pour cette loi, il y aura des affrontements. Et pour la Synco, elle pense que on doit mettre de côté. Donc, mais mettre également de côté. En quelque sorte pour la Synco. Il est le moment de prôner l'unité nationale. Effectivement, prôner l'unité nationale, mais ne pas compromettre également l'intégrité du territoire national, ne pas compromettre la souveraineté de l'État. Maître Emmanuel Koyongana, quel est votre avis par rapport à cette sortie médiatique de la Synco? Leur point de vue sur la proposition de loi Tani. Bon, je pense que, comme l'a dit mon ami, le nom c'est Monsieur Gustave Tshibangou. J'ai aimé son intervention. En fait, en République démocratique du Congo, il y a un danger. Il faudra que le Congolais le sache. En ce qui concerne la reconnaissance de la nationalité, la nationalité congolaise. Parce que quand on parle de la reconnaissance de la nationalité, on voit directement la nationalité d'origine. Parce qu'il y a 2 types de nationalités, comme il a épinglé. Il y a la nationalité congolaise d'origine et celle d'acquisition. Et l'article 10 de la Constitution définit ce qu'on entend par Congolais d'origine. Donc il s'agit de toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes constituées ce qui est devenu la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. Là, il s'agit particulièrement des Congolais d'origine par appartenance. Vous voyez? Mais plus bas, le même article stipule que le mode de reconnaissance et d'acquisition de nationalité seront définis par une loi organique. Il s'agit de quelle loi? Il s'agit de la loi de 2004 relative à la nationalité congolaise. Quand vous essayez d'entrer au fond de cette loi, vous allez vous rendre compte que il y a 3 types de Congolais d'origine. Ça va? Il y a les Congolais d'origine par appartenance, qui sont même repris dans la Constitution, donc ceux qui appartiennent au groupe ethnique dont les ancêtres ont vécu en RDC le 30 juin 1960. Alors, deuxièmement, la deuxième catégorie, il s'agit des Congolais d'origine par filiation. Donc, là, c'est ça qui pose problème pour le moment. Donc, on est Congolais d'origine par filiation parce qu'on est né d'un parent congolais, l'un des parents congolais, soit le père, soit la mère. Mais il y a une autre catégorie de Congolais d'origine. Là, beaucoup de gens ne le savent pas. Ce sont des Congolais d'origine par présomption de la loi. Et c'est là où nous trouvons un grand danger. C'est ça. Les Congolais d'origine par présomption de la loi, c'est qui? Vous allez lire cette loi. Il s'agit notamment des Congolais, des enfants nouveau-nés, trouvés au Congo, des parents inconnus. Donc, vous pouvez trouver un enfant, un bébé, avec une peau blanche, dont les parents ne sont pas connus. Ce bébé est Congolais d'origine, s'il vous plaît. Ok. Vous comprenez? Deuxièmement, il s'agit des Congolais, des enfants nés au Congo, des parents apatrides. Donc, c'est-à-dire des apatrides, ce sont des gens
qui ne sont pas rattachés à un État par un lien de nationalité. Des gens à qui on ne reconnaît pas une nationalité précise. Mais que pensez-vous alors, également parce j'aimerais terminer ma réflexion, Monsieur Douard. Alors, par rapport à cela, voyez déjà la troisième catégorie des Congolais d'origine. Ces Congolais d'origine par présomption de la loi. Alors, au regard de notre Constitution, on vous dit que, par exemple, pour être président de la République démocratique du Congo, la première condition, c'est être Congolais d'origine. Donc, ça veut dire que même les Congolais d'origine, par présomption de la loi, ils peuvent être président de la République, même avec une peau blanche. Ils sont Congolais d'origine. Vous comprenez? Alors, par rapport à cela, il y a un danger. Il y a un danger. Alors, il faudra voir maintenant comment verrouiller l'accès à ces fonctions pour ne pas se voir un jour dirigé par des gens qui vont sacrifier votre pays. Nous avons connu des cas d'infiltration sérieux ici, des cas sérieux d'infiltration. Nous avons eu des chefs d'état-major général comme James Kabarebe à l'époque. Chef d'état-major général ici. Mais quand il a quitté le Congo, il s'est retourné contre nous. Il connaît toutes les stratégies, tous les coins stratégiques de notre armée, il les connaissait. Et vous connaissez la suite de son départ du haut commandement des armées. Donc, il faudra que le Congolais voie un peu comment verrouiller l'accès à certaines fonctions de souveraineté nationale pour ne pas être à la merci, à la solde de gens qui pourraient nous infiltrer et pour bénéficier ou sacrifier les intérêts congolais au profit des intérêts peut-être étrangers. Au profit des intérêts étrangers, on en parle sur ce plateau. Vous sentez qu'on est en face de deux scientifiques qui vous émettent au moins la science. Vous sentez que la Constitution, cette fois, est démontrée autrement. Il y a des experts qui sont sur ce plateau qui font des analyses aussi très fortes. Mais maître, récemment, nous avons reçu ici, parce qu'on est toujours avec vous. Maintenant, récemment, on a reçu le président français Emmanuel Macron qui nous a dit lors de son point de presse clairement que depuis 1960, la République démocratique du Congo n'a pas été en mesure d'assurer son intégrité territoriale, sa souveraineté et autres, tout ce qu'il pouvait employer comme mot. Mais dernièrement, on a senti une sortie, on a écouté tous ensemble la sortie médiatique ou bien la voix de la communauté internationale par l'entremise de la représentante du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Mme Bintou Keïta, qui dit tout simplement, je vais vous lire plutôt, il condamne avec inquiétude les incidents d'intimidation et d'empêchement d'enrôlement des civils sur la base de leur identité. Et il ajoute, il dit « Aucun Congolais ne pourrait être exclu sur base de son origine, de celle de ses parents ou de son conjoint. » Alors que c'est la même communauté internationale qui nous interpelle pour nous dire que depuis 1960, nous n'avons pas été en mesure d'assurer notre sécurité du point de vue administratif ou autre, ou bien l'intégrité territoriale. Que pensez-vous de cette sortie médiatique, parfois aussi avec la contradiction, parce que la France aussi fait partie de la communauté internationale et surtout fait partie des grandes puissances qui font la force de l'ONU. Que pensez-vous de cette sortie médiatique de Mme Bintou Keïta? Bon, je pense que c'est une sortie vraiment ratée. Déjà, je dirais qu'il n'appartient pas à cette dame de nous donner des leçons, nous, peuple congolais. Il n'appartient pas aux Nations Unies de pouvoir imposer à la RDC, dicter à la RDC la ligne de conduite à suivre en ce qui concerne l'organisation des élections au sein de son pays. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie qui est autonome. Une institution congolaise. Alors, on ne peut pas. Il faut savoir que la carte d'électeur aujourd'hui joue pratiquement le rôle de la carte d'identité. Nous n'avons nous n'avons pas de carte d'identité jusque-là. Vous voyez? Alors, on ne peut pas commencer à distribuer des cartes des cartes d'électeurs à n'importe qui comme des petits pains. Non. Il faudra s'assurer sur l'identité de la personne à qui l'on remet
la carte Et d'identité. surtout remplir toutes les conditions prescrites par les documents élaborés par la CENI, parce que ces agents ont subi une formation. On suppose qu'avant d'avoir une carte, il faut remplir les conditions qui ont été données par la CENI. Effectivement. À cela, j'ajouterai que les Nations Unies, la MONUSCO particulièrement, qu'elles nous disent, depuis qu'elle est en RDC, le travail qu'on attend d'elle, c'est de s'ingérer dans les affaires internes de la RDC concernant l'organisation des élections, ou soit encore de nous aider à finir la guerre de l'Est là. Qu'est-ce qu'ils font ici? Le secrétaire général des Nations Unies a dit une fois qu'ils sont incapables de faire face au M23. C'est trop grave, cette déclaration-là. Alors, nous, peuple congolais, nous nous assumons, nous nous organisons. Le président de la République est en train de s'organiser avec son gouvernement pour pouvoir mettre fin à cette guerre-là, auquel eux n'ont pas pu mettre fin, pour lesquels ils n'ont pas pu nous aider jusque-là. Les Nations Unies n'ont pas condamné le Rwanda. Les Nations Unies n'ont pas aidé la RDC à pouvoir mettre fin à cette guerre-là. Alors, qu'on nous laisse tranquille en ce qui concerne l'organisation des élections, il appartient aux Congolais de définir les critères d'accessibilité à certaines fonctions de souveraineté surtout. Parce que la souveraineté de la RDC, il revient aux Congolais de la protéger et de la sauvegarder. Il n'appartient pas aux étrangers de pouvoir s'ingérer dans les affaires internes de l'État congolais. Il n'appartient pas aux étrangers de pouvoir s'ingérer aux affaires internes des Congolais, qu'on laisse les Congolais s'organiser, surtout assurer leur intégrité territoriale. Gustave Tchibango, comment analysez-vous ces propos de la représentante du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Bintou Keïta? Oui. Avant d'aborder l'analyse quant à l'intervention des madames, je vais revenir un peu sur ce que le maître a dit. En fait, moi, je me dis, nous ne sommes pas le premier pays à pouvoir émettre un avis, de pouvoir protéger les fonctions des souverainetés au sein de notre pays. Je vais vous donner l'exemple pour même les téléspectateurs qui nous suivent. Faites quand même la recherche sur la Suisse. La Fédération des Suisses, si vous regardez, vous ne pouvez pas être dans la confédération. Ça veut dire être Premier ministre, entre parenthèses, en Suisse, si vous n'êtes pas d'origine. Ça veut dire de père et de mère suisse. À le faire de recherche, vous allez trouver. Donc, nous ne sommes pas... Et puis, la Suisse, nous avons des similarités avec la Fédération des Suisses. Pourquoi? Parce que si vous allez en Suisse, ils ont 26 provinces comme nous. Il y a plusieurs ethnies en Suisse également. Donc, l'aspect de la stabilité, moi, je crois que nous pouvons également protéger ces fonctions, mais tout en gardant également la stabilité au sein du pays. C'est question de bien communiquer. Et moi, je pense que les législateurs congolais ont aussi un rôle à jouer en tant que députés nationaux surtout, qui viennent de plusieurs ethnies, qui viennent de plusieurs circonscriptions, à pouvoir sensibiliser et puis expliquer à la population l'importance. Pourquoi? En fait, je vais revenir également sur la discrimination positive. Je peux vous dire qu'aucun changement au monde, dans toutes les républiques, n'a été fait où tout, ça veut dire 100% de la population a été d'accord. Et d'accord avec la loi. Vous voyez? Parce que les lois sont toujours discriminatoires. Oui, discriminatoires. Et puis, Platon a évoqué, a démontré qu'à l'époque, pour eux, la démocratie, ils étaient un peu contre la démocratie dans le sens où, pour eux, ne pouvaient voter en réalité que les hommes éclairés, que les hommes évolués, que les intellectuels. Et pour eux, c'était ça la rationalité. Et moi, je pense aujourd'hui, nous qui sommes des intellectuels, nous qui sommes des législateurs, c'est nous qui devrions aider cette foule qui peut-être ne comprend pas l'importance de ces verrouillages à pouvoir leur expliquer pourquoi on veut verrouiller. Voilà ce qui s'est passé. L'histoire même du pays doit être comprise et surtout nous les jeunes également. On doit avoir l'histoire de ce pays. Cette question des nationalités, on ne l'aborde pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle, ça devient comme si c'est un tabou. Mais cette question a été abordée lors à Sun City, en Afrique du Sud, cette question des nationalités. Donc moi, je pense qu'il est important. Et je veux revenir sur une disposition
peut-être que lorsqu'on parle de déverrouillage, on a tendance à aller seulement à une seule institution, la République. Ce qui n'est pas vraiment très intéressant, très important pour moi. Il faut que nous abordions cette question de manière holistique. Ça veut dire dans l'ensemble. Lorsqu'on parle d'institutions, nous avons 4 institutions en République démocratique du Congo. Il n'y a pas que le président de la République. Si vous regardez, lorsqu'on parle de cette loi Tchani, généralement, c'est la présidence de la République. Non, il n'y a pas que la présidence de la République. Il y a également l'Assemblée et le Parlement, il y a les cours et tribunaux, il y a également le gouvernement et la loi. Mais aussi l'armée. Voilà, et aussi l'armée. La loi portant fonctionnement et organisation de la Banque centrale, à son article 40, la loi numéro 18/027 du 13 décembre 2018, stipule ceci. Regardez un peu pour que nous comprenions que généralement, nous nous lançons beaucoup plus dans la politique que dans l'objectivité. Il y a cette disposition qui discrimine déjà. On dit ceci, sans préjudice dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des officiers publics, nul ne peut être nommé gouverneur de la Banque centrale s'il n'est pas de père et de mère. Cette disposition, c'est depuis 2018, personne n'en parle. Ça veut dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la présidence de la République. Les autres institutions, alors que tous les pays qui se sont développés, tous les pays que nous envions aujourd'hui, c'est parce que ces pays ont eu des institutions fortes. Et ces institutions fortes passent également par les verrouillages de certaines fonctions étatiques. Et à l'exemple, nous avons une disposition dans ce pays qui a été déjà validée et personne ne peut être nommé gouverneur de la Banque centrale s'il n'est pas de père et de mère. Est-ce que du fait que on ne nomme pas un gouverneur qui soit... Nous ne vivions pas? Nous vivions. Nous sommes ensemble avec les autres. Donc moi, je pense que c'est vraiment un faux débat. Et je reviens un peu sur la déclaration de Madame Bintou Keïta. Moi, je crois que nous, les jeunes surtout, nous devrions comprendre l'histoire de ce pays. Cette même communauté internationale qui nous a demandé, lors du génocide du Rwanda, de pouvoir ouvrir les corridors humanitaires à l'est de la RDC. Si aujourd'hui nous parlions, le maître venait d'évoquer, James Kabarebe, qui a été, je crois, il a été chef d'état-major dans notre République, il n'était pas congolais, mais comment il est arrivé ici? C'est au travers cette communauté internationale. Et donc moi je pense que cette même communauté internationale qui a contribué à notre malheur aujourd'hui, doit comprendre que les Congolais veulent le changement, que les Congolais doivent être souverains, et ce n'est pas en réalité à la communauté internationale de venir imposer à la RDC ce qu'elle doit faire. Donc cette question de la nationalité doit être traitée en RDC et par les Congolais. Et moi, je pense que cette loi, le verrouillage de ces dispositions, ce n'est pas une exclusion qui doit dire non parce que on a verrouillé la présidence de la République. Pour gérer cette République, il ne faut pas seulement être président de la République. Vous pouvez être également bourgmestre. Moi, mais la loi ne donne pas seulement la place du président de la République. Pas seulement au président de la République. Il y a plusieurs institutions régaliens qui sont protégées. Donc moi, je crois que ce n'est pas seulement en état président de la République qu'on peut contribuer au développement de cette République. Vous pouvez être bourgmestre, vous pouvez être gouverneur, vous pouvez être ministre et vous pouvez gérer cette République, contribuer à son développement. Voilà, maître, vous êtes juriste, on a ligne la loi en pleine année électorale, parce que c'est bientôt là, on s'approche vers des élections. La loi Tchani a été déposée en pleine année électorale. Vous ne pensez pas que l'article 13 de la Constitution, qui stipule clairement qu'en matière d'accès aux fonctions publiques, aucun Congolais ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son origine familiale? Parce qu'au-delà de tout ce que vous venez de dire ici, on a quand même une Constitution qui existe, c'est celle qu'on suit jusqu'ici, bien que les avis sont
aussi partagés sur l'existence de cette constitution, mais on l'a quand même. On doit respecter malgré tout, bien qu'on ne met pas de côté la volonté de pouvoir réviser cette constitution-là. Mais en pleine année électorale, vous pensez que cette loi passe? Et si ça passe, quelles seront les modalités? Parce que je vous ai lu là, un article de la Constitution qui dit clairement qu'aucun Congolais ne peut faire objet d'une discrimination en raison de son origine familiale. Merci beaucoup. J'aimerais relever quelque chose avant de répondre à cette question-là. Déjà, jusque-là, au début, j'avais dit qu'il s'agissait d'une réflexion d'un Congolais, qui est Noël Tchani. Ce Congolais a voulu que cette réflexion soit couchée sous forme de loi. Alors, étant donné qu'il n'est pas député, l'initiative parlementaire à pouvoir porter de loi sur le plan constitutionnel est dévolue aux députés ainsi qu'au gouvernement de la République, conformément à l'article 130 de la Constitution. Donc, seuls les députés peuvent porter une proposition de loi, soit encore le gouvernement qui peut porter un projet de loi. Alors, en ce qui concerne le cas précis, M. Tchani a fait endosser cette pensée à un député qui est l'honorable Ntingi Pouloulou. Alors, jusque-là, Ntingi Pouloulou a proposé. Donc, nous sommes au niveau d'une proposition de loi. Elle n'est pas encore une loi. Alors, elle a été inscrite parmi les matières à traiter, à débattre tout au long de cette session. Mais il faut pas confondre le fait d'être inscrit parmi les matières à être traitées et son alignement ou sa programmation pour être débattue. Donc, elle est inscrite parmi les matières à être traitées, mais cela va dépendre des priorités en termes de matières à traiter. Donc, le bureau de l'Assemblée n'est pas, je ne dis pas que ça sera le cas, mais le bureau de l'Assemblée n'est pas aligner cette proposition de loi pour être débattue. Voilà, donc jusque-là, cette proposition de loi encore une proposition qui n'engage que l'honorable Ntingi Pouloulou. Alors, revenant à votre question, je ne pense pas qu'il y a discrimination. Je ne pense pas qu'il y a discrimination. Parce que, je répète qu'il s'agit des fonctions de souveraineté, il s'agit des fonctions régaliennes. Ça va? Alors, ce n'est pas tout le monde. Le fait de verrouiller ne signifie pas discriminer. Mais on peut dire aussi qu'il y a certaines discriminations positives. Voilà. Juste dans le but de protéger, de sauvegarder la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'intégrité de la nation congolaise. Vous voyez? Alors, on ne peut pas dire que on vise quelqu'un ou cette loi ou cette proposition de loi est taillée sur mesure. Déjà, il faut savoir que la loi, elle a toujours été générale et impersonnelle. On ne vise personne parce que la même Constitution, quand elle prévoit, par exemple, les conditions pour être, à l'article 72, conditions pour être président de la République, il ne donne pas accès à tous les Congolais d'être président de la République. Vous voyez? Alors, en ce moment-là, vous parlerez également de discrimination. Non, mais en ce qui concerne la loi, parce que la loi concerne surtout des pères et des mères, et surtout que la loi ici, on parle de l'origine familiale. C'est le dernier point de la phrase. Non, mais l'idée, c'est quoi? En fait, l'idée, c'est quoi? Il faut savoir que la Constitution, c'est une loi. Elle est une loi suprême. Si nous, Congolais, constatons que il y a des insuffisances dans cette Constitution, ne peut-on pas la réviser? Encore que cette matière n'est pas parmi les matières les matières intangibles, c'est-à-dire qui ne peuvent pas faire objet de révision dans la Constitution. Non. Donc, on peut réviser ça. Vous comprenez? Si on trouve qu'il y a des insuffisances, il y a un danger. Parce que cette Constitution, elle est faite, elle traduit les aspirations du peuple congolais. Mais quelles sont ces aspirations de ce peuple aujourd'hui? Ce peuple ne veut plus
se voir dirigé par les gens qui pourraient sacrifier ses intérêts au profit des intérêts étrangers. Les gens qui seraient entre les intérêts de la République démocratique du Congo et ceux de notre pays. Non. Et voilà, on parle maintenant de pour ceux qui nous suivent, nous sommes en train de parler de la Constitution de la République, surtout avec le projet de loi Tiani qui stipule avant d'assumer certaines fonctions régaliennes, il faut appartenir aux parents, les deux parents en quelque sorte, donc des pères et des mères congolais. Mais jusque-là, en vous entendant parler, vous n'avez parlé qu'il ne s'agit que d'un projet de loi qui a été déposé au niveau de l'Assemblée nationale et reçu par le président, qui est aligné, mais qui ne peut pas qui peut ou n'est pas passer en quelque sorte parce que la loi n'est pas encore débattue, mais qui est encore soumise. Mais pourquoi les gens s'acharneraient-ils au président de l'Assemblée nationale? Bon, mon ami, par rapport à cela, j'aimerais également relever que le président de l'Assemblée, en tant que tel, en tant que chef de l'institution, en tant que chef de la chambre basse du Parlement, c'est un député aussi. Ça va? En ce qui concerne le droit de vote, nous avons 500 députés qui constituent la plénière de l'Assemblée. De ces 500 députés, l'honorable président n'a qu'une seule voix. Vous comprenez? Alors, il n'appartient pas à l'honorable président de pouvoir empêcher une initiative d'un député qui est un droit constitutionnellement garanti. Il n'appartient pas au bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par le président Mbosso, de bloquer une initiative parlementaire. Ça serait violer même la Constitution. Un député, Ntingi Pouloulou, propose une loi, le président Mbosso, en fait, c'est même pas le président Mbosso, le bureau, mais avant même le bureau, il y a un bureau d'études, il y a toute une procédure à suivre. Avant d'arriver au niveau du bureau de l'Assemblée proprement dite, avant que le bureau de l'Assemblée ne puisse l'aligner, il y a un bureau d'études qui va étudier tout ça. Mais même quand ça sera aligné, il ne faudra pas faire endosser ça au président de l'Assemblée. Et aussi, j'aimerais épingler que parmi les gens qui sont en train de s'attaquer au président Mbosso, c'est surtout les gens qui bon, pas seulement ceux qui, bien sûr, sont des gens qui ont cette nationalité douteuse, mais aussi qui veulent déstabiliser un peu les institutions. Parce que, une fois, nous avons entendu par la voix de médias, un député qui a même dit que Soki, je cite, Soki loi Tiani, Soki proposition de loi Wana, et Leki, dans les heures qui suivent, le pouvoir bascule. Vous comprenez? Alors, ça, c'est grave. Pourquoi on doit être farouche à une initiative d'un député? Alors, moi, j'aimerais simplement dire que Batou Oyo, les gens qui, je m'excuse, c'est parce que j'ai cité le député, c'est comme ça que je voulais revenir un peu à Lingala. Donc, je voulais dire que les gens qui s'attaquent au président Mbosso, ce sont particulièrement d'abord les gens qui veulent déstabiliser les institutions de la République. Et précisément, le président de la République. Et parce qu'ils savent que il y a des gens, il y a des personnalités qui sont là, en train d'assurer la vision du chef de l'État, la mettre en pratique, en train d'assurer pratiquement, en train de tout mettre en place pour que le président de la République soit réélu. Alors, la méthodologie qu'ils ont, la technique qu'ils ont mise en place, c'est d'abord de commencer par fragiliser tous ces gens, entre autres le président Mbosso, parce qu'ils savent, ils connaissent le rôle que joue le président Mbosso dans l'Union sacrée, ils connaissent le rôle que joue le président Mbosso auprès du chef de l'État. Donc, j'aimerais conclure cette question, pour dire que le président Mbosso n'y est pour rien. Il est président de l'Assemblée nationale, mais il ne lui appartient pas de bloquer une initiative d'un député. S'il faut qu'on aligne ça pour être débattu, ça sera débattu et il reviendra à la plénière d'en décider. Vous voyez, la plénière est souveraine. Ce n'est pas le président Mbosso qui est souverain pour pouvoir décider de l'adoption ou pas de cette proposition de loi.
Voilà, petit à petit on avance. C'est la deuxième partie pour vous qui nous suivez. Nous venons de parler de la proposition de loi Tchani, la loi dite plutôt de la congolité. On a analysé, vous avez écouté l'avis de Maître Emmanuel Koyungana qui a dit s'il faut réviser la Constitution pour sécuriser notre pays, on le fera parce que la Constitution n'est pas aussi trop verrouillée comme ça. En plus, les dispositions comprises dans la Constitution ne font pas partie des matières qui sont intangibles à entendre le maître Emmanuel. Gustave Tchibangou, nous abordons notre deuxième sujet. Vous sentez que la matière a été trop technique, c'est pourquoi plus on s'est intéressé au maître pour donner son avis aussi juridique, parce que je rappelle qu'il est assistant des universités, il est juriste également, c'est pourquoi la question lui a été adressée pour donner de la lumière. La deuxième partie s'agit du nouveau gouvernement, le gouvernement Sama 2. Nous avons tous assisté il n'y a pas longtemps à la mise en place d'un nouveau gouvernement avec 12 nouveaux dirigeants à la tête, donc 12 nouvelles figures. Gustave Tchibango, vous êtes économiste, je l'ai dit, toujours dans un contexte, parce que le contexte aujourd'hui c'est aussi la crise économique. Vous le sentez avec la flambée des prix des produits de première nécessité sur le terrain. Les défis du gouvernement, on en parle, une nouvelle équipe. Que doit-on attendre de la nouvelle équipe sur le point surtout de l'économie? Oui, Monsieur Médouard, bien que nous avons fini la première partie, mais je vais ajouter quelque chose, mais rapidement, parce que la deuxième partie aussi doit être les saluts du peuple et la loi suprême. Donc, la constitution de la République n'est pas au-dessus du peuple. Donc, le bien-être de la population est au-dessus même de cette constitution. C'est ça. Donc, s'il faut reviser la constitution pour le bien-être de la population, moi je l'ai toujours dit, nous pouvons le faire. Et surtout, quelle est l'expression du peuple? La volonté du peuple. La volonté du peuple, bien sûr. Et surtout, il faut comprendre, le maître l'a dit ici, il revient aux 500 députés de l'Assemblée nationale. Les 500 députés ne sont pas des figurants. Il faut que nous le reconnaissons. Ce sont les représentants du peuple. C'est comme ça que j'ai dit, nous, en tant que peuple, nous devrions aussi comprendre que nous avons nos représentants qui sont là. Si nous sommes contre une disposition, une proposition, il y a des mécanismes constitutionnels, nous avons nos représentants qui sont là, il faut leur donner du boulot. Voilà, ils doivent travailler. Voilà, donc je reviens sur le gouvernement. Les attentes du nouveau gouvernement, surtout en termes économiques. Effectivement. Au niveau des attentes, il y a principalement la question de la stabilité, du cadre macroéconomique, entre autres le niveau général des prix, mais également le taux de change qui doivent être stables. Mais le gouvernement qui était de 56 membres, Sama 1, aujourd'hui nous sommes à 58 membres. En réalité, on peut se dire aussi qu'il y a 2 personnes qui se sont ajoutées. C'est une charge également pour le trésor public. Et les défis liés à la stabilité du cadre macroéconomique peut être relevé. C'est possible. Il ne faut pas qu'on fasse croire aussi aux gens qu'en 9 mois, on ne peut rien faire. Ça veut dire que les gens vont dormir dans des bureaux, les gens ne vont pas travailler. 9 mois, c'est aussi le moment de pouvoir travailler. Et j'ai toujours dit que nous sommes une république où nous ne pouvons même pas dormir. S'il faudrait travailler 24 heures sur 24 heures, nous devrions le faire parce que nous sommes en retard. Nous sommes vraiment en retard et c'est possible. J'ai vu, il y a 2 nouvelles têtes qui sont entrées dans le gouvernement, à la fois le défi lié à la sécurité. Nous avons Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, vice-premier ministre qui revient. Il y a également Vital Kamerhe qui arrive au niveau de l'économie nationale. Donc vous voyez que les deux défis, aussi. Effectivement, les défis sécuritaires, mais également les défis liés à la stabilité du cadre macroéconomique, à 2 acteurs qui peuvent jouer. Et dernièrement, lors d'une émission ici, nous avons analysé ensemble avec vous pour montrer que c'est en réalité maintenant que nous avons commencé à pouvoir réfléchir, à pouvoir planifier notre sécurité. Nous avons eu la loi sur la programmation militaire, où je vous avais dit qu'il fallait féliciter d'ailleurs l'Assemblée nationale pour ce travail, mais également il y a la politique de défense au niveau du pays. Et Jean-Pierre Bemba trouve ces 2 instruments. Et moi je pense que comme ancien rebelle, bien sûr, il connaît quand même le rouage, bien que tout le temps qu'il a eu à passer à la CPI, je crois qu'il a une autre perception. Et
vous avez suivi d'ailleurs lors de son discours, il a démontré le vœu de pouvoir apporter vraiment du changement dans ces secteurs-là. Parce que vous avez évoqué le mot rébellion, j'ai entendu quelqu'un dire de la rébellion à la défense nationale, c'est qu'il y a une dose de stratégie pour essayer un peu d'atténuer la guerre de l'Est parce qu'on se connaît dans ce domaine-là. Non, oui. En fait, l'idée de la rébellion, je ne dis pas que maintenant là, il doit se comporter en rebelle, mais j'ai évoqué la rébellion dans le sens où aujourd'hui, c'est qui nous mène la vie difficile à l'Est de la RDC, ce sont des membres ou soit des gens qui sont dans des rébellions. Et donc le rouage, lui, en tant qu'ancien rebelle, il connaît le rouage et je pense qu'il peut faire quelque chose dans ces secteurs-là pour que nous puissions retrouver la sécurité tant recherchée. Mais les Congolais qui nous suivent doivent penser quand même, doivent espérer qu'il y aura quelque chose qui va bouger en termes économiques, surtout à boire et à manger. Oui, au niveau économique, les gens doivent quand même espérer. Ils ne vont pas inventer la roue. Il y a des réformes qui ont été déjà entamées et l'objectif ici, c'est d'abord de pouvoir stabiliser. Si vous allez aujourd'hui à la cité, tout le monde va te dire dollar et mati, biloko ezomata. La première des choses à faire pour le gouvernement maintenant, c'est de pouvoir d'abord stabiliser. Et à cette stabilisation, on doit faire accompagner des politiques structurelles. C'est possible en 9 mois. On peut également faire quelque chose, comme je vous dis ici. Nous devrions diversifier les défis de la diversification de l'économie nationale. Va pouvoir nous permettre également de stabiliser ces prix-là. Parce qu'il faut retenir que par année, nous dépensons plus de 1,9 milliard de dollars en termes d'importation et d'importation des biens de première nécessité. Il faut importer les riz, il faut importer du foufou. Vous voyez un peu. Alors que ce sont des choses que nous pouvons produire localement pour pouvoir récupérer les 1,9 milliard là qui vont nous permettre peut-être d'intervenir sur les marchés de change et puis stabiliser la situation. On vous le dit toujours, c'est l'avis d'experts. Vous êtes en face de deux experts qui s'y connaissent. On a le maître, vous avez senti son intervention en ce qui concerne la révision de la Constitution ou pas, en ce qui concerne la loi, surtout de la congolité. Vous avez aussi en face Gustave Tchibango qui est assistant d'université également, économiste. Son apport du point de vue économique en ce qui concerne le nouveau gouvernement, vous l'avez écouté. Maître, il y a la question qui passe là, la question qui nous a été posée pour que ça vienne sur ce plateau. On remarque la présence de 2 poids lourds dans le gouvernement, de 2 poids lourds de l'Union sacrée. Donc parmi les poids lourds, il y a 2 qui sont entrés nouvellement au gouvernement. Est-ce que ce n'est pas une stratégie électorale pour le président de la République? Non. Déjà, je dirais qu'il ne s'agit pas d'une stratégie électorale. Il s'agit plutôt... Moi, je considère que le fait que nous puissions trouver dans ce gouvernement ces 2 poids lourds, ces 2 figures emblématiques de la politique congolaise, c'est pour aider, booster un peu le gouvernement congolais, booster un peu 2 grands secteurs, notamment le secteur économique, mais aussi la sécurité. Vous comprenez? Donc, nous sommes en présence pratiquement des 2 grands défis. Comme venait de le dire mon ami Gustave, c'est que Jean-Pierre Bemba, déjà, sur le plan militaire et stratégique, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Il a eu à gérer un peu des mouvements rebelles, un mouvement rebelle pendant plusieurs années. Il sait comment ça se passe sur terrain. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour mettre fin à cette guerre, la guerre de l'Est. Je crois que si Jean-Pierre Bemba a été nommé à cette place-là, c'est surtout le plus grand défi qu'il a, c'est de mettre fin à la guerre de l'Est. C'est surtout ça. Alors, en ce qui concerne Vital Kamerhe, lui sur le plan économique, espérons que il va quand même apporter un nouveau souffle pour que nous puissions, nous, peuple congolais, nous retrouver sur le plan social et économique. Il va quand même diversifier l'économie nationale et surtout mettre aussi beaucoup plus d'accent sur la production au niveau interne ici. Donc, essayons un peu de travailler sur la production au niveau interne
Et puis ça va aider quand même, soulager le peuple congolais en ce qui concerne la vie sociale en général. Voilà, la vie sociale en général, la sécurité de la République démocratique du Congo. Vous avez écouté les analyses de Maître Emmanuel Koyongana à ma droite. Je vous rappelle qu'il est juriste, il est aussi assistant des universités, acteur politique, mais surtout communicateur politique du président de l'Assemblée nationale. Ces analyses en rapport avec la situation que traverse le pays aujourd'hui, vous les avez écoutées. À ma gauche aussi, je vous rappelle que vous avez été en face plutôt de M. Gustave Chibangu. Il est assistant des universités, surtout pour son analyse économique. Il est considéré parfois comme expert maison. Il vous apporte beaucoup dans Géopolis Télévision. Il est là pour les analyses économiques. Et les analyses économiques plutôt, vous les avez écoutées tous les deux. Je crois que vous avez au moins retenu quelque chose parce que ça, c'est avis d'experts. Vous étiez nombreux, mais avant de finir, on donne un mot à chacun, une minute, et disons une minute ou bien quelques secondes pour les deux. On commence par mettre Emmanuel Koyongana parce que là, on atterrit déjà, le programme doit continuer sur Géopolis Télévision. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais me résumer en ce qui concerne la loi, la proposition de loi Tchani, que la population congolaise retienne que cette proposition est encore au niveau, elle est encore proposition et elle a été inscrite parmi les matières à débattre. Elle n'est pas encore alignée pour être débattue, donc elle peut ou ne pas être débattue. Alors il n'appartient pas au bureau de l'Assemblée de pouvoir bloquer. Si elle sera débattue, il reviendra à la plénière qui est souveraine d'en décider. Et le peuple doit essayer de s'interroger sur l'importance de cette proposition de loi. Qu'est-ce qu'elle peut apporter au peuple congolais réellement? Gustave Chibangu, une minute. Merci beaucoup, M. Edouard. Pour conclure, moi, je vais pouvoir rappeler pour dire que il existe des discriminations positives. Nous ne sommes pas contre, je ne sais pas moi qui, que ce soit, mais moi je crois que le contenu de cette loi est aussi intéressant, dans le sens où il faut verrouiller certaines dispositions, certaines fonctions pour sécuriser les pays. Pour sécuriser, et à l'exemple, j'ai évoqué ici la loi portant fonctionnement de la Banque centrale, où on ne peut pas nommer gouverneur de la Banque centrale quelqu'un qui n'est pas de père et de mère. C'est une discrimination également positive, dans le sens où la Banque centrale, c'est la clé également de l'économie. Il suffit que le gouverneur ou soit la gouverneure de la Banque centrale décide de mettre l'économie par terre et nous sommes par terre. Donc je crois qu'il y a des discriminations qui sont également positives et nous pouvons encore espérer au changement. Vous étiez nombreux à suivre Avis d'experts dans Géopolis Télévision, donc restez branchés sur votre chaîne. Le programme continue, notamment à l'internet. Vous avez www.geopolis.net. Vous avez également notre chaîne YouTube, Géopolis TV. Le programme va continuer sur toutes les plateformes de communication que dispose notre groupe, Géopolis Group. Restez branchés. Au revoir.